Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le village de Saint-Éloy, accroché au flanc paisible de collines verdoyantes, semblait figé dans le temps. Ses ruelles pavées, ses maisons en pierre blonde, son église au clocher grinçant formaient une carte postale de la France rurale, fière de sa propreté morale. On s'y saluait le matin avec des sourires polis, on parlait bas, mais on jugeait fort. Ici, les traditions étaient des piliers, et les écarts, des trahisons. Il ne fallait pas sortir des lignes. Les habitants de Saint-Éloy aimaient dire qu'ils vivaient dans un monde saint, un mot qu'ils associaient à l'ordre, la bienséance et le silence des femmes. L'école, le catéchisme, les repas du dimanche en famille, tout formait un rituel sacré, où chacun connaissait sa place. Une communauté soudée, oui, mais surtout un lieu où la conformité était reine. Et malheur à celui ou celle qui osait exister autrement. Dans ce décor lisse vivait Amina, 13 ans, une élève brillante. D'origine modeste, sa famille s'était installée dans le village quand elle avait 6 ans. Elle était l'une des rares élèves racisées de l'école, et bien que tolérée, elle n'avait jamais été vraiment intégrée. Mais sa timidité, sa discipline et sa passion pour les livres lui avaient valu la protection affectueuse de Madame Fournier, sa professeure de littérature, qui voyait en elle une étoile discrète. Amina écrivait des poèmes sur des feuilles qu'elle ne montrait à personne, rêvait de Paris et d'études, mais gardait tout cela dans un coin secret de son cœur. Jusqu'au jour où son ventre ne put plus se cacher. Quand la nouvelle de sa grossesse se répandit, elle éclata comme une bombe morale dans Saint-Éloy. Les murmures commencèrent à l'église, après la messe. Puis au marché, autour des étals de légumes. Puis à l'école, dans les salles de profs, entre 2 ricanements et 3 regards condescendants. 13 ans. Vous vous rendez compte? Mais où sont les parents? Et qui est le père? Un autre élève? Un homme marié? Un migrant? La rumeur se propagea comme un feu dans une maison de paille. Le nom d'Amina était désormais un poison, murmuré avec mépris, et associé au mot honte. Sa professeure tenta de la défendre. En vain. La directrice, Madame Chaumont, une femme droite comme un piquet et froide comme une salle de marbre, convoqua un conseil de discipline exceptionnel. Ni avocat, ni soutien psychologique. Aucune voix ne se leva pour dire qu'Amina avait été une victime, ou qu'elle avait besoin d'aide. Le ton fut sec, le verdict rapide. Par souci de préserver l'image de l'établissement, et dans l'intérêt des autres élèves, vous êtes définitivement exclus. Personne n'avait demandé comment elle allait, ni ce qu'elle voulait faire, ni comment elle avait été enceinte. Tout ce qu'il voyait, c'était une déviance à éradiquer. Chez elle, le silence fut d'abord pesant. Sa mère, assise sur le canapé, les mains jointes, la regardait comme si elle ne la reconnaissait plus. Amina l'implora des yeux. Mais il n'y avait rien. Aucune larme. Juste cette absence, cette douleur muette, comme si elle avait brisé un pacte invisible, celui de l'honneur familial. Son père, lui, n'eut pas besoin de mots doux. Sa voix, d'ordinaire calme, monta comme un orage. Tu nous as couverts de honte. Tu crois qu'on va vivre avec ça dans le village? Tu as tout détruit. Tout. Tu quittes cette maison. Ce soir. Amina N. supplia pas. Elle sentit que le combat était déjà perdu. Elle monta dans sa chambre, prit un petit sac. Une veste, 2 t-shirts, un carnet, et un petit ours en peluche qu'elle gardait depuis l'enfance. Sa mère lui tendit un papier, sans un mot, une adresse de foyer à 400 km, écrite à la hâte par une assistante sociale. Ce fut la seule aide offerte. Le dernier regard de sa mère fut une porte qui se referma. La ville où elle arriva paraissait gigantesque, hostile, anonyme. Les voitures fonçaient. Les gens marchaient sans la voir. Le foyer, lui, était un immeuble décrépit, gris, à l'odeur de produits ménagers et de fatigue humaine. Les autres filles venaient de partout. Certaines droguées, d'autres fuguées, toutes cabossées. Amina, silencieuse, observait. Elle accoucha seule, un matin glacial de janvier, sans la moindre main à serrer. Le cri de sa fille fut la première chose vivante qu'elle entendit depuis des mois. Elle l'appela Lina, un nom doux, court, comme un chant. Une vie que tout le monde voulait lui faire regretter, mais qu'elle, dans ses bras, choisit d'aimer sans condition. Les années suivantes furent un tunnel de lutte. Pour survivre.
Pour apprendre. Pour protéger Lina. Amina travailla dans une laverie industrielle, de nuit, respirant la chaleur étouffante des tambours en fer, frottant les draps des hôtels de luxe pendant que d'autres dormaient. Le jour, elle étudiait à distance. Elle lisait dès qu'elle le pouvait. Une assistante sociale douce, Claudine, lui prêta un livre de droit un jour, par curiosité. « Tu as cette façon de parler. On dirait que tu veux changer quelque chose. » Dans ce livre, Amina lut les mots injustice, liberté, droits fondamentaux. Puis elle découvrit Victor Hugo, les larmes de Jean Valjean. Simone de Beauvoir et la condition des femmes. Angela Davis et la rage digne de celle qui refuse de se taire. Elle comprit une vérité brutale. Le monde n'est pas juste. Mais il peut être combattu. Elle décida qu'elle deviendrait avocate. Il fallut 10 ans. 10 ans de nuits blanches, de trajets avec Lina dans les bras, de refus, de doutes, de froid dans les poches et de feu dans le cœur. Mais elle ne fléchit jamais. Elle dormait peu. Mais chaque matin, en posant la main sur les cheveux de Lina, elle se rappelait pourquoi elle tenait. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait réparer. À 28 ans, après une décennie de lutte acharnée, Amina fit ce que peu auraient osé. Elle ouvrit son propre cabinet d'avocat, sobrement nommé Justice pour elle. Ce cabinet n'était pas un lieu comme les autres. C'était un refuge, une forteresse bâtie pour défendre celles que la société avait trop souvent laissées tomber. Les adolescentes exclues des écoles, les mères précoces abandonnées à leur sort, les invisibles du système judiciaire et social. Les débuts furent difficiles. Le local, modeste, situé dans un quartier populaire d'une grande ville, n'avait rien de grandiose. Mais Amina, fidèle à elle-même, insuffla une énergie incroyable. Son équipe, composée essentiellement de jeunes juristes engagés, partageait son même feu intérieur. Ensemble, elles bâtirent une mission claire, rendre la justice là où elle avait été refusée. Puis vint l'affaire qui changea tout. Une adolescente de 14 ans, Sophie, avait été exclue de son collège parce qu'elle était enceinte. Comme autrefois Amina. Sans préavis. Sans soutien. Juste une décision arbitraire, une punition publique. Mais cette fois, il y avait Amina. Avec un courage et une détermination farouche, elle porta l'affaire devant les tribunaux. Le procès fut un choc. Devant la cour, elle prononça un discours bouleversant, qui fut filmé et partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. On punit la fille, jamais le garçon. On exclut la victime, jamais l'institution. Et pourtant, ce sont ces filles qu'on condamne à l'oubli. Je suis l'une d'elles. Et aujourd'hui, je me tiens debout. Les médias se saisirent de l'histoire. Amina devint une voix puissante, une figure d'espoir. Son combat ne se limitait plus à des audiences fermées. Il pénétrait les salons, les écoles, les débats publics. Pendant ce temps, Lina, sa fille, était devenue une adolescente calme et réfléchie, au lycée. Son intelligence, sa douceur, sa détermination étaient le miroir de la force de sa mère. Lina confiait souvent à Amina son rêve. « Je veux devenir médecin, maman, pour soigner ce que la société laisse saigner. » Un matin, alors que le soleil éclairait à peine la ville, Amina trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe épaisse, cachetée d'un sceau officiel. Sans réfléchir, elle faillit la jeter, soupçonnant un courrier administratif ou pire, une convocation désagréable. Mais la curiosité l'emporta. L'objet de la lettre était clair. Invitation officielle, conférence sur l'égalité des chances, école de Saint-Éloi. Son cœur fit un bond. L'école qu'il avait expulsée, le village qu'il avait renié, lui demandait aujourd'hui d'intervenir, de parler de résilience et d'inclusion. L'ironie n'échappa à personne. Amina sourit. Ce sourire était la marque de son chemin parcouru. Elle répondit favorablement. Le jour venu, Amina et Lina arrivèrent à Saint-Éloi. La voiture qu'elles avaient choisie était sobre, mais élégante, comme un écho discret à ce qu'Amina était devenue, digne, forte, sans ostentation. Le village semblait s'arrêter de respirer. Des regards curieux, étonnés, parfois hostiles, s'attardaient sur elle. Personne ne reconnut immédiatement la jeune femme venue parler dans cette salle polyvalente où elle avait connu l'une des pires humiliations de sa vie. La salle était pleine à craquer. Une banderole accrochée au mur proclamait « Briser le silence, construire l'avenir ». Amina monta sur el estrade. Le silence se fit. Tous s'attendaient.
Elle prit une profonde inspiration, puis parla d'une voix claire, ferme et pleine d'émotion. Je suis Amina. J'ai été élève ici, dans cette même école. J'ai été expulsée à 13 ans. Pas parce que j'étais violente. Pas parce que j'avais triché. Mais parce que j'étais enceinte. Un frisson parcourut la salle. Les visages se figèrent. On m'a dit que ma vie était finie. Qu'aucune école ne m'accepterait. Que je serais une honte à jamais. Mais aujourd'hui, je suis avocate. Je défends celle que vous continuez d'abandonner. Elle fit un signe vers Lina, qui se leva doucement. Voici ma fille. Lina. Elle a 17 ans. Elle est première de sa classe. Elle veut devenir médecin, parce qu'elle veut guérir ce que notre société laisse souvent saigner. Les premiers applaudissements timides commencèrent. Puis, la salle éclata en une ovation sincère et longue. Certains enseignants, émouvants, avaient les yeux embués de larmes. D'autres, dans un coin, échangèrent des regards gênés. Au fond, dans l'ombre, on aperçut l'ancienne directrice, Madame Chaumont, désormais à la retraite, quitter la salle discrètement. Trop tard pour des excuses publiques. Amina ne revint pas à Saint-Éloi pour régler des comptes, ni pour ranimer de vieilles rancunes. Elle n'était plus cette adolescente brisée par l'exclusion, ni cette jeune mère sans voix. Elle revint pour transformer. Pour donner du sens à la douleur qu'elle avait traversée. Pour offrir une main tendue là où on lui avait tourné le dos. Peu après son intervention à la conférence, grâce à la notoriété croissante de son cabinet et au soutien de mécènes sensibles à sa cause, Amina lança une fondation dédiée aux jeunes filles en rupture scolaire, aux mères adolescentes, à toutes celles que la société oublie. Le projet majeur fut la création d'un centre d'accueil et de réinsertion, implanté dans la région de Saint-Éloi, à quelques kilomètres du village. Ce centre était un havre de paix, un lieu où les jeunes filles pouvaient reprendre confiance, poursuivre leurs études ou apprendre un métier, entouré de psychologues, d'éducateurs et d'enseignants bienveillants. Le centre porta un nom fort, puisé dans l'une des phrases qu'Amina avait prononcées lors de sa conférence. « Ils m'ont expulsée, mais je me suis réinstallée dans l'avenir. » Ce titre résonnait comme un cri de défi, un serment d'espoir. Il symbolisait la force de la résilience, la capacité à reconstruire, à s'élever malgré les blessures. Pendant ce temps, Lina, à 17 ans, venait d'intégrer la faculté de médecine d'une grande ville. Sa réussite était le fruit de nuits blanches, d'efforts constants, mais aussi de l'exemple d'une mère qui lui avait montré que rien n'était impossible, même quand tout semblait contre vous. Amina, quant à elle, multipliait les interventions dans les institutions publiques, les universités, les colloques internationaux. Son histoire n'était jamais racontée pour se glorifier, mais toujours pour rappeler une vérité simple et fondamentale. Aucune fille, à aucun moment, ne mérite d'être abandonnée, ni humiliée, ni punie pour les erreurs ou même les fautes que la société refuse d'admettre. Un après-midi doux de printemps, alors qu'elle se promenait dans le jardin public de Saint-Éloi, celui où elle avait enjoué enfant, une voix la surprit. « Amina. »« C'est toi ?» Elle se retourna et vit une femme qu'elle reconnaissait à peine. C'était Claire, une ancienne camarade de classe, autrefois effacée et silencieuse, aujourd'hui mère au foyer, le regard chargé d'un mélange de tristesse et de regret. Claire hésita un instant, puis avoua. « Tu étais forte. Toujours. Et nous avons laissé faire. Nous avons fermé les yeux. Par peur, par ignorance, par confort. » Amina la regarda longuement, avec cette douceur forgée dans la douleur. « Ce n'est pas moi qu'il faut plaindre, Claire, » répondit-elle calmement. « J'ai grandi malgré eux, contre eux. J'ai transformé la honte en force, l'exclusion en espoir. » Elle fit une pause, puis ajouta, le regard porté vers l'horizon. « C'est celles qu'on oublie encore, celles qu'on pousse toujours dans l'ombre, qui ont besoin qu'on parle pour elles. Ce sont elles qui méritent qu'on se batte chaque jour. » Elle reprit sa marche lente, les mains dans les poches, le visage tourné vers l'avenir. Amina n'avait pas seulement survécu à une humiliation. Elle en avait fait une lumière puissante qui éclairait le chemin pour des milliers de jeunes filles. Elle était devenue, sans le vouloir, une symbole de résilience, d'espoir et de justice. Et cette lumière, elle savait qu'elle continuerait à brûler, longtemps, bien après elle.